cette soirée débat qui réunit les sportifs de haut niveau qui sont scolarisés dans le réseau d'établissements du parcours de l'excellence sportive. C'est une première dans notre académie et avant de vous présenter le déroulé, la thématique de cette soirée, les invités, j'aimerais adresser quelques remerciements. En tout premier lieu à M. Matisse et M. Courteau, l'équipe de direction du lycée agricole, du LECTA de Quetigny, qui, sans leur invitation, sans leur accueil, sans leur collaboration, le format de cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Un grand merci à eux, car cette manifestation permet le rapprochement des établissements de ce réseau, du parcours de l'excellence sportive, mais également des établissements de l'éducation nationale avec le ministère de l'Agriculture, et je m'en réjouis. Je vais également remercier M. Daniel Planche, qui représente M. le Président du CROSS. Je vais remercier M. Bernard Palissère, le directeur du CREPS, et M. François Craillot, qui est le responsable au CREPS des sportifs de haut niveau. C'est bien ça votre mission, hein, je ne me trompe pas. Je vais remercier bien sûr, mesdames et messieurs, les chefs d'établissement pour leur présence ce soir et pour l'accueil des sportifs de haut niveau dans leurs établissements. Je veux bien sûr remercier aussi les représentants des clubs et les entraîneurs, s'il y en a présents ce soir. Je n'ai pas eu de retour concernant leur participation. Je veux bien sûr remercier chaleureusement et très sincèrement vous tous, tous sportifs de haut niveau, car je suis bien conscient des contraintes que cette soirée, que ce rassemblement engendre sur vos plans d'entraînement, plans de récupération, dans votre emploi du temps qui est toujours bien chargé, j'en suis bien conscient. Nous sommes, je crois, à peu près 210 présents ce soir pour cette soirée et je suis entièrement satisfait de cette mobilisation qui, je le rappelle, est quand même innovante dans notre académie puisque c'est la première fois que nous participons à une soirée de ce genre. Enfin, je ne manquerai pas de remercier chaleureusement les animateurs qui vont prendre part et qui vont animer ces débats. En premier lieu, bien sûr, des témoignages de sportifs de haut niveau qui ont été sollicités pour présenter à la fois leur parcours sportif et de formation, mais également leur quotidien, comment ils vivent leur statut de sportif de haut niveau à ce jour. Et bien sûr, ils nous feront part de leurs projets. Alors, projets à court terme, mais peut-être des projets à plus long terme. Je vais remercier, bien sûr, monsieur Mouchine et monsieur Néant, qui sont tous deux professeurs d'EPS et d'histoire-géographie au collège Camille Claudel de Jevigny, et qui ont plus particulièrement en charge le suivi et l'accompagnement des collégiens sportifs de haut niveau de cet établissement. Et je vais remercier M. Craillot qui nous rejoindra sur cette scène pour aborder certains points et notamment l'accompagnement des sportifs de haut niveau dans notre grande région Bourgogne-Franche-Comté. Un petit mot sur le déroulé de cette soirée qui est organisée en 3 temps. Le témoignage de nos sportifs de haut niveau, suivi d'échanges avec la salle, puis un repas très généreusement organisé par M. Matisse. Entre cette table ronde et le repas, M. le recteur nous rejoindra pour témoigner de toute l'attention qu'il porte à l'accompagnement des élèves à besoins particuliers dans notre académie et plus particulièrement à vous tous, sportifs de haut niveau. Notre mission académique s'inscrit pleinement dans une école à la fois inclusive, bienveillante et exigeante. Et à ce titre, soyez convaincus que l'institution mettra toute
en œuvre pour aboutir à la fois à la réussite sportive, scolaire, mais également à la construction d'un parcours citoyen. En effet, il s'agit bien d'un triple projet que vous devez mener de front. Ce soir, nous avons choisi de porter la focale sur le parcours citoyen qui est attaché aux sportifs de haut niveau. Alors, nous avons retenu une problématique, une thématique pour cette soirée, que je vous affiche sur l'écran, champion éphémère ou citoyen au long cours. Vous avez bien conscience que la carrière d'un champion a une durée plus ou moins longue, mais que pour autant, dans votre formation, dans votre parcours sportif, vous allez développer des valeurs et une image de citoyen. Et c'est sur cette thématique que nous échangerons ce soir. Sous cette thématique seront abordées vos qualités, les valeurs que vous véhiculez, l'image que vous représentez, à la fois pour votre club, votre fédération, mais aussi pour ceux qui participent à des rencontres internationales, l'image que vous véhiculez pour la nation, mais aussi pour vos établissements scolaires et pour l'institution. Seront abordés également peut-être certains pièges à éviter. Et l'actualité nous fait écho régulièrement de certaines images plus ou moins positives qui traduisent le comportement de certains sportifs de haut niveau. Et bien sûr, nous aborderons comment, dans notre grande région, vous êtes accompagnés et suivis. Sans plus attendre, je vais bien sûr passer la parole à nos sportifs pour leur témoignage. Et je vous remercie d'avance pour votre participation à la dynamique de cette soirée. Je suis dans l'attente, bien sûr, d'échanges riches et nombreux avec les différents interlocuteurs. Donc bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Denis Joukov, donc sportif de haut niveau depuis 8 ans maintenant. Donc mon parcours, je l'ai commencé à Dijon, j'étais au lycée privé Les Arcades, où j'étais en sport-études. Il y a des lycéens des Arcades ici? Ouais. Voilà, donc j'étais en sport-études, j'ai suivi le cursus de bac pro commerce, où j'ai passé un BEP vente, tout en continuant à faire mes entraînements au Krebs de Dijon. Ensuite, j'ai fait un bac pro commerce, et par la suite, j'ai été admis au Krebs comme maître d'internat, où j'ai pu allier mon travail. J'ai passé un diplôme sportif, un BPGEPS mention D, un G2F, donc coach sportif, préparateur physique. En même temps, j'avais un travail de maître d'internat et en même temps, je m'entraînais au Krebs. Voilà. Grâce à M. Polisser qui est ici présent et François Graillot, qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours. Donc pendant 2 ans, j'étais au Krebs et ensuite, j'ai fait champion de France et j'ai intégré à l'INSEP où je suis pensionnaire depuis septembre. Donc là maintenant, je vais vous parler de l'INSEP. L'INSEP, c'est un centre olympique, vous connaissez tous, je suppose. C'est quelque chose, c'est le haut niveau. Donc là-bas, vous avez tout, vous avez balnéo, vous avez des médecins, vous avez des kinés, vous avez vraiment tout pour réussir. C'est vraiment un outil qui est vraiment, complet et qu'il faut savoir utiliser. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vos projets? Mes projets, c'est... Ah, il y a une question là-bas. Haltérophilie, j'ai pas dit? Écoute, excusez-moi, voilà, je pratique l'haltérophilie au club HMDB 21 à Dijon. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Vous avez des questions? Non, sur l'INSEP, sur l'haltérophilie, je sais pas. Non, rien? Ok, donc sinon, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, voilà. Ah, il y a une autre question là-bas. Si l'INSEP ça me plaît, écoute, oui, l'INSEP ça me plaît parce qu'il y a vraiment tout pour réussir, surtout la balnéo, jacuzzi.
Non, mais sincèrement, c'est un vraiment très bon outil, c'est le haut niveau, tu rencontres des grands champions comme Teddy Riner, là je découvrais, tu as vraiment de très gros champions que tu rencontres pas mal de monde et c'est super, c'est super. Voilà. Ça te motive quand tu croises des grands champions dans le couloir ou dans la salle de préparation physique, c'est vraiment énorme. Voilà. Donc mes projets, écoutez, là actuellement je suis dans la préparation olympique pour Rio et puis ensuite 2020 à Tokyo. Voilà. Une question? Merci. Pardon? Ah, pas compris. Il a dit quoi? Bon courage. Ah, bon courage. Merci, c'est gentil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est trop cool. Hein. Ouais, tu veux que je dise quoi d'autre? Je peux dire. Tiens, vas-y. Si, tiens. Ouais. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Nawal Militaire, j'ai 18 ans. Je pratique le haut niveau maintenant depuis 4 ans. Je fais de l'athlétisme. Je suis venue à Dijon pour comme but me perfectionner dans le haut niveau athlétisme de 100 hauteur. J'étudie au lycée Jean-Marc Boivin où je suis actuellement en cycle. J'étais avant de venir à Dijon dans le sud de la France, à Perpignan. Je suis venue à Dijon parce que mon coach national était ici et la Fédération française d'athlétisme m'a demandé de venir d'ici. Mes projets à venir, mes compétitions à venir sont de me préparer pour les championnats du monde de ma catégorie, pour les championnats d'Europe seniors et les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Projet professionnel. Quoi? Mes records sont... j'ai fait vice-championne olympique de la jeunesse en Chine. J'ai fait vice-championne d'Europe en Suède. J'ai également le titre de championne de France de ma catégorie. Et je suis championne de France élite, donc toutes catégories confondues. Et je fais 1m88 en hauteur. Voilà. Des questions? Oui? J'entends pas, tu veux parler plus fort, s'il te plaît? Quoi? Un autographe. Un autographe. Pas de soucis. D'autres questions? Ça a été quand même? Moi j'ai une question. Allez. Tu as une autre question là-bas? Alors, on a des questions au fond. Simplement, moi, comme on est sur le thème aujourd'hui d'un triple parcours à la fois sportif, scolaire et citoyen, ce qui m'intéresserait de savoir aussi par rapport à vos préparations sportives actuelles, est-ce que vous avez déjà envisagé ce que pourrait être votre après-carrière et donc dans quel type de formation vous êtes à l'heure actuelle? Comment vous vous projetez sur la gestion du sportif aujourd'hui, mais aussi sur votre formation en dehors, c'est-à-dire le parcours scolaire ou de formation? En ce qui concerne, en fait, j'ai passé un BPGEPS dans le milieu du sport, ce qui me permet en fait tout simplement d'avoir un travail. Si j'ai envie de travailler, je peux travailler, et puis si je peux attendre, en continuant mon parcours sportif, je peux le faire parce que j'ai allié justement le scolaire avec le sport. Voilà. Ce qu'il faut faire en fait, c'est ça. Il ne faut pas juste rester dans son sport et dire voilà, je vais réussir, je vais faire que ça. Et si demain tu te pètes un genou, bah, tu fais plus rien parce que tu n'as rien passé comme diplôme et tu es un peu voilà quoi. Dans des difficultés. Moi j'aurais une autre question. Quel est votre quotidien à l'INSEP?
C'est-à-dire comment ça s'organise, comment est-ce que vous touchez des bourses, comment vous êtes accompagné, comment fonctionne un peu cette structure qui est quand même un peu particulière. Oh, c'est bon, c'est tout. Je raconte ma journée quotidienne. Voilà. Donc pour la journée quotidienne à l'INSEP, le réveil commence à 6h du matin. Donc je me lève, je vais au petit déjeuner. Je déjeune disons jusqu'à 7h du matin. 1 heure. Ensuite je vais à l'entraînement pour 10h. L'entraînement se passe jusqu'à midi. À 12h30, si j'ai le temps, je vais à la balle néo pour récupérer de mon entraînement de la semaine. Ensuite, tout de suite, je file au self jusqu'à 14h30. C'est long, il y a une queue aussi, vous savez. Et donc ensuite, je vais faire une petite sieste. Si j'ai le temps, si je vais pas en cours par exemple, si j'ai du temps libre, je fais une petite sieste jusqu'à 15h30, 16h. Et à 16h30, 17h, je suis tout de suite à l'entraînement jusqu'à 19h. À 19h, je finis l'entraînement, je cours vite au self qui termine à 21h, 20h30. Voilà. Et ensuite, je dors. Ensuite, je dors et le lendemain, toute la semaine, c'est pareil. En ce qui concerne le financement peut se passer de la sorte. Donc, vous avez des aides de la région, de la jeunesse et des sports, de la direction de la jeunesse et des sports, la Côte d'Or aussi, qui peut vous aider, votre club. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, vous avez des questions peut-être, je ne sais pas. Vous avez une question? Au fond, non? Ça représente combien d'heures par semaine d'entraînement? Alors, combien d'heures? Sincèrement, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas compté. Mais à peu près, pour vous donner une idée, ça fait 5 heures d'entraînement par jour. Voilà. Plus le samedi, dimanche, ça dépend comment la fatigue arrive en fait. C'est l'entraîneur qui gère ça. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon. Tu veux parler? Ton quotidien, faut que tu parles. Non, je vais dire un truc. Par rapport à la formation que tu envisages derrière la théorie, tu es en terminale? Ouais, je suis en terminale, je suis en cycle. Et ben après. Mais je sais pas trop après. Parce que en fait, ce que je trouve, c'est compliqué de combiner l'athlétisme et les cours et le sport en fait. C'est ça qui est important. Pour ma part, je sais pas si c'est comme ça pour vous aussi, c'est compliqué de gérer le sport de haut niveau et les études, mais dans tous les cas, il ne faut absolument pas abandonner les études, malgré tout, parce que c'est important, on n'est pas à l'abri d'une blessure ou de quoi que ce soit, il faut toujours avoir quelque chose derrière. Pour ma part, je suis souvent absente pour cause de mes compétitions mes stages au quotidien. C'est pas facile, j'ai beaucoup d'absence et c'est pas facile après surtout de rattraper les cours. Mais bon, faut rien lâcher, Voilà. Des questions? J'ai 10 000 questions. J'allais dire merci Jean-Louis. Merci François. Merci François. Une question à tous les deux. Votre carrière de haut niveau, vous l'évaluez jusqu'à quel âge? Peut-être à toi. Jusqu'à ce que le corps suive en fait. Tant qu'il y a les perfs, on peut continuer. Si tu es performant jusqu'à 50 ans, allez, c'est parti. Mais en général, je dirais pour l'haltérophilie, je pense que ça dépend des sports. Pour l'haltéro, c'est 40 ans. 40 ans, je pense que c'est l'âge maxi. 41 au pire, mais c'est tout. Voilà. En revanche, pour l'athlétisme, c'est pas comme ça. Ça dépend pour certaines disciplines, mais pour le 100 hauteur, c'est jusqu'à 30 ans, 31 ans maximum. Après, pour rajouter, en fait, l'haltérophilie, c'est un sport à catégorie de poids. Tout dépend dans quelle caté tu te trouves. Si tu te trouves dans une petite caté, tu vas arrêter tôt. Si tu te trouves dans une grande caté, tu vas arriver à maturité plus tard, en fait. Voilà, si par exemple tu commences à,
je sais pas, tu as commencé à 12 ans, 13 ans et que tu pèses 90 kilos, bah, à 15 ans, bah, tu vas arriver à maturité plus tard, quoi, par exemple. Voilà. D'autres questions? Vous pouvez poser toutes les questions, hein, n'hésitez pas, vraiment, tout ce qui vous passe par la tête. Nous allons donc enchaîner sur l'image des sportifs de haut niveau et moi aussi je vais avoir du coup quelques questions pour la suite. Vous avez à l'écran, vous avez une citation d'Albert Camus qui dans le sport du coup a puisé des valeurs et des valeurs qui ont été importantes dans son parcours pour le coup de citoyen, puisque Albert Camus s'est engagé dans une période très sombre de l'histoire, à la Résistance. Et il y a quelques jours, j'ai pu voir sur Internet circuler aussi des tweets de sportifs de haut niveau qui justement prenaient part à ce qui s'était passé à Bruxelles, vous le savez, donc il y a quelques jours. Et ces tweets justement relayaient des valeurs des sportifs de haut niveau qui puisaient au quotidien de leurs disciplines sportives qui sont les vôtres. Alors justement, ces valeurs que vous partagez, que vous avez, et vous pouvez interagir à tout moment, hein, c'est avant tout l'excellence. Vous visez l'excellence, vous visez le combat, vous visez la rigueur à travers vos entraînements quotidiens. Répéter un geste continu, incessant, en l'améliorant, en essayant de le dépasser. C'est une valeur pour vous très très importante et que nous on retrouve aussi pour le coup quand vous êtes en classe, que ce soit au collège et au lycée, on a cette rigueur qui réapparaît. C'est aussi la valeur qui est celle de l'adaptation. Vous adaptez à n'importe quelle situation par votre discipline et cette adaptation pourrait aussi se retrouver plus tard dans votre environnement professionnel et on y reviendra un peu plus tard. Vous avez également comme valeur, je pense, c'est une valeur qui est très importante, c'est le respect. Et ce respect, vous l'adoptez au quotidien, puisque inscrit dans ces valeurs de l'olympisme depuis la fin du 19e siècle notamment, le respect de vous-même déjà, la qualité d'un sportif de haut niveau, c'est de se respecter, et de respecter aussi son entourage, son environnement, respecter aussi le combat, l'adversaire, ses coéquipiers. Et ce respect, on le constate aussi lorsque nous avons donc un groupe classe de sportifs de haut niveau notamment. Les valeurs que vous puisez dans votre sport, je pense, et j'en suis convaincu, vous les relayez et elles sont essentielles pour nous puisqu'elles traduisent en somme aussi les valeurs de notre République, notamment la liberté, donc l'égalité et la fraternité, cette solidarité que vous incarnez dans votre discipline sportive, une solidarité de corps qui est vraiment très importante et qui est bien appréciable. Ces valeurs, vous les partagez aussi, les valeurs de la République, lorsque vous êtes face à un podium, à une réussite, vous portez ces symboles, ces valeurs, donc évidemment le drapeau tricolore que vous avez déjà eu, je pense, certains entre les mains, puisque certains, je le sais, sont membres d'une équipe de France. Vous avez aussi chanté évidemment la Marseillaise lors des podiums. Donc l'importance, c'est vrai, d'un sportif de haut niveau, c'est l'image qu'il donne, la représentation et les valeurs de notre République qu'il véhicule. Et ça, c'est donc quelque chose de très important, évidemment pour la société française. J'ai fait allusion à ces terribles attentats et la prise de position des sportifs de haut niveau. Et vous êtes le relais aussi de beaucoup de citoyens français.
Alors justement, par rapport à ces valeurs, peut-être que certains d'entre vous dans la salle ont envie de participer, mais on peut demander à nos 2 sportifs qui sont présents ici, notamment pour toi qui es en préparation olympique, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui d'avoir une chance de représenter son pays et en tant que sportif de haut niveau, et l'image de plus en plus médiatique d'un sportif de haut niveau, est-ce que tu as une idée de l'image que tu souhaiterais donner sur le plan médiatique? D'abord, dans la préparation olympique, c'est quelque chose d'énorme parce que tu vas représenter un pays, un peuple, une nation. Tu vas apporter, comme vous avez dit tout à l'heure, les couleurs de la France. Et je pense qu'avec tous les événements qui se sont passés, on peut dire même aujourd'hui, à Bruxelles, à Paris, c'est vraiment triste. Et tout ce qu'on peut faire, je pense, c'est amener un soutien à notre manière à représenter notre pays sur les podiums et lors des compétitions internationales. Et c'est une certaine façon de faire un hommage aussi et montrer que notre pays aussi est là. Voilà. C'est bon? T'es d'accord avec Alors là, on a abordé la notion de valeur. Et justement, par rapport à cette notion de valeur, et je pense que tout le monde va se reconnaître ici, quelles sont les valeurs que t'ont appris ton sport et que tu penses pouvoir réinvestir dans ta vie au quotidien? Bon, tout à l'heure, tu disais aussi, faut rien lâcher. Ça vient certainement d'une pratique sportive. En règle générale, c'est les sportifs qui parlent. Donc vous, quelles sont les valeurs que vous pensez avoir apprises au-delà de votre sport? Donc, pour ma part, l'année dernière, en fait, je m'étais blessé au genou, je me suis fait opérer. Donc, et cette année-là, en fait, je devais me préparer pour les championnats de France et ma sélection, en fait, en équipe de France, et puis l'intégration en Elite 7 en dépendait. Donc, j'avais un gros stress et j'étais vraiment inquiet, je paniquais parce que j'étais là, je ne pouvais pas marcher, j'avais une attelle, je sortais d'opération et en fait, j'ai rien lâché parce que j'avais vraiment une rage en moi qui me disait voilà, je vais être champion de France, je vais rentrer à l'INSEP, je vais leur montrer que c'est moi le plus fort. Et voilà, tout se passe en fait dans la tête, c'est pas parce que tu te fais opérer que tu pourras pas réussir. Je me suis fait opérer, je me suis préparé, j'ai rien lâché pendant 2 mois, j'ai pas utilisé mes jambes, mais j'ai travaillé autre chose. Et j'ai fait le champion de France et j'ai intégré l'INSEP. Voilà, pour vous dire que le sport, ça vous apprend vraiment, c'est vraiment un sportif a une bonne moralité généralement. Donc ça nous apprend beaucoup. Comme elle a dit ma collègue juste à côté, il ne faut rien lâcher jamais. Donc si vous lâchez rien, vous y arriverez. Voilà. Le sport, c'est l'école de la vie. Il faut rien lâcher. Même si on passe par des moments durs, il faut continuer à se battre et montrer ce qu'on vaut et ce qu'on est. Présentez-vous. Ouais, présentez-vous. Bonjour à tous, moi je m'appelle Aram Kevorkian, je suis joueur de hockey sur glace professionnel à Dijon. J'ai 34 ans et je suis actuellement en reconversion, c'est-à-dire que j'ai repris des études dans le management cette année pour 2 ans afin de devenir manager du club de Dijon après 15 années sans école. Voilà. Bonsoir tout le monde. Moi je m'appelle Thomas Rosset, j'ai 30 ans et je suis en train de finir un Master 2 en finance dans une école de commerce. Donc mon parcours scolaire ça a été le bac comme tout le monde. Après j'ai fait une licence de mathématiques et d'informatique sur Amiens, parce que je suis à Amiens. Suite à ça j'ai fait l'école de commerce post-bac parce que les maths et l'informatique ne me plaisaient pas tant que ça. Donc j'ai eu ma licence. Et après, à quel âge t'as fait ça? Donc la première licence, j'ai fait de 18 à 23 ans, j'ai eu 5 ans pour la faire. Après j'ai eu 3 ans pour faire une 3e année de licence de commerce. Et là j'ai eu 2 ans pour faire 2 années de master. Et je finis mon master normalement si tout va bien. Alors les projets, pour ma
ma part, moi j'arrête ma carrière cette année de joueur et je prends mes fonctions au club à partir de cet été. Au club de hockey sur glace de Dijon. Moi, mes projets, j'ai pas encore réfléchi tout ce qui est sur l'aspect extra-sportif. En ce qui concerne le hockey sur glace, j'espère continuer le plus longtemps possible. Donc c'est surtout sur ça que je focalise, étant donné que j'ai généralement fait mes études en tout ce qui est niveau études, et j'ai réussi à m'en occuper on va dire depuis 20 ans jusqu'à mes 30 ans. Et là, mes 2-3 prochaines années, ça va vraiment être consacré au hockey en priorité. Alors, sur l'image du sportif, on est beaucoup de sportifs ici à se projeter par rapport à des valeurs et à imaginer que tout le monde a la même vision que nous du sportif. Or, on voit aujourd'hui dans les médias et par rapport aux différentes histoires dont on a pu entendre parler, notamment autour de certains footballeurs récemment, que tout le monde n'a pas forcément la même image du sportif et que le public n'a pas la même image du sportif en fonction de sa vision du sport, et que le sportif lui-même, par rapport à l'activité qu'il pratique, ou par rapport au sport, enfin au business ou pas que cela génère derrière, on n'a pas forcément les mêmes images. Alors posez-vous la question, vous aujourd'hui, s'il y a un sportif que vous admirez, auquel vous aimeriez ressembler, et pour quelles raisons, pour quelles valeurs ce sportif, vous le considérez comme admiratif. On sait qu'aujourd'hui, le sportif, il peut être considéré comme un winner, quelqu'un qui gagne, qui lâche jamais, mais aussi comme quelqu'un qui peut être un individualiste, qui va chercher dans le sport business à faire le plus d'argent possible. Et puis le sportif lui-même peut se considérer comme investi d'une mission avec une image dans laquelle il n'a pas le droit de montrer ses faiblesses, ou alors à l'inverse de quelqu'un qui se sent invulnérable et qui peut tout se permettre. Voilà. Alors aujourd'hui, on a des sportifs avec nous, ça c'est la première image qu'on peut avoir, que les autres peuvent avoir de nous, mais c'est surtout en termes de valeur, comment je vais utiliser mon image à la fin de ma carrière. Donc là, on a 2 sportifs qui sont en train de penser à leur reconversion avec différents types de formations. Aujourd'hui, est-ce que souvent on a 2 cas de figure dans les cadres des reconversions? C'est quelqu'un qui va chercher à continuer sa carrière d'après-sportif dans le milieu dans lequel il a évolué pendant une vingtaine d'années. On voit souvent que dans les fédérations, il y a les entraîneurs nationaux ou les entraîneurs de clubs dans les sports professionnels sont d'anciens sportifs de haut niveau qui ont su mettre à profit leurs compétences dans leur activité. Et à l'inverse, on voit certains qui, après 20 ans dans la même activité, vont avoir tendance à vouloir changer complètement de milieu pour voir quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas si vous disiez que vous n'avez pas encore complètement réfléchi, mais est-ce que déjà vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion de reconversion? En ce qui me concerne, je suis plutôt dans la deuxième catégorie, parce que je pense, pour le moment en tout cas, je pense avoir envie de voir autre chose. Étant donné que déjà mon diplôme c'est de la finance, donc sur la glace, la finance, je ne la vois pas trop. Donc moi, mon idée c'est de changer complètement de milieu et d'aller vers autre chose. Je ne sais pas encore quoi exactement, parce que c'est assez large, mais ça serait de partir ailleurs. Moi, pour le coup, je reste dans ma branche. J'ai joué contre le hockey pendant 30 ans, on va dire, 17 ans professionnel. Et moi, j'ai construit ma vie autour du hockey et j'ai souhaité en faire mon métier jusqu'au bout, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace. Donc c'était important pour moi d'avoir une formation à côté qui me permette de pouvoir gérer tout ce qu'on peut gérer autour d'un club, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on a fait un sport pendant 20 ans ou plus qu'on est capable derrière de travailler, que ce soit pour devenir entraîneur ou autre. Il faut des qualifications, il faut des connaissances, et ça on les apprend par des formations, donc c'est important. Moi j'ai souhaité rester dans cette branche.
mener ce triple projet que je vous ai présenté en introduction, c'est une nécessité. C'est pas facile. Le parcours est compliqué. Vous évoquiez tout à l'heure la difficulté de concilier à la fois les entraînements en athlétisme et puis les études. Vous évoquiez le temps qu'il vous a fallu pour avoir une licence puis un master. Pour autant, mener à bien ces doubles projets, c'est une nécessité, mais c'est une réalité dans notre académie. En témoignent les chiffres aux résultats aux examens des sportifs de haut niveau. Dans notre académie, c'est presque 100% des élèves de terminale qui obtiennent le bac dans toutes les séries, S, ES et littéraire. Donc, ça marche, c'est possible. J'ai en tête quelques exemples de sportifs. Bon, vous êtes jeunes, vous les avez peut-être pas connus. Je pense à Gilles Kené-Hervé, qui était quand même médaillé olympique sur 200 mètres. Vice-champion du monde en athlétisme. Eh bien, ça a été le premier médaillé olympique qui est rentré à l'ENA. Il est rentré à l'ENA il y a 5 ans. Donc, vous voyez que cette reconversion peut être réalisée, c'est réaliste, même en dehors de votre fédération, de votre spécialité, dans des écoles prestigieuses. Thierry Dussautoir, ce rugbyman, c'est pas si vieux que ça. Il est ingénieur chimiste. Tony Estanguet, qui est un triple, j'étais ambitieux, qui est triple champion olympique en canoë-kayak et membre du CIO. David Douillet, Bernard Laporte ont su rebondir sur leur qualité pour obtenir des postes. Monsieur Laporte a été ministre. Donc, c'est compliqué, je l'entends, mais ça peut marcher. Il faut vous en donner les moyens. Peut-être que monsieur Graillot acceptera de venir nous rejoindre pour justement évoquer l'accompagnement des sportifs de haut niveau dans notre grande région Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir à ceux que je n'ai pas croisés aujourd'hui au CREPS ou ici. L'accompagnement des sportifs se fait depuis le début de la carrière, c'est-à-dire quand on est, comme certains d'entre vous, au tout début, où on rentre dans un pôle, dans une structure d'entraînement, jusqu'au plus haut niveau. Au plus haut niveau, vous avez eu les témoignages de sportifs professionnels et de sportifs amateurs, et de sportifs qui peuvent devenir semi-professionnels, voire professionnels dans le milieu de l'athlétisme. Donc on a pu voir et entendre, surtout par rapport aux témoignages, que les situations sont très différentes d'une discipline à l'autre. Donc je crois que de ce qui a été dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rester réaliste. Et quand on est jeune, voire très jeune, c'est pas forcément facile, puisqu'on on ne réussit dans le sport que par passion. Comment on fait pour être raisonnable quand on est mu et motivé par une passion attrapée dès le plus jeune âge? On est un peu tous là, à partir des parents jusqu'à vos professeurs, les gens qui vous encadrent dans les établissements scolaires, les gens qui vous encadrent quand vous êtes en CREPS, et puis évidemment dans vos structures fédérales, clubs, comités départementaux, comités régionaux. Donc ça fait évidemment beaucoup de monde qui gravite autour du sport. Le sport est une économie, ce sont des milliards qui sont consacrés au sport. On pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on voit du sport tous les jours à la télé, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas autre chose? Est-ce qu'on a forcément besoin de sportifs de haut niveau? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de plus de chercheurs ou de chirurgiens ou de gens qui sont dans les grandes professions? Il se trouve que le sport, ça intéresse tout le monde, à plus ou moins, avec une échelle plus ou moins grande, mais le sport, par rapport à la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose qui nous permet d'essayer de mieux vivre ensemble, et puis de mieux vivre ensemble à travers la performance sportive, qu'elle soit une faible performance pour les gens qui pratiquent uniquement pour le plaisir, mais aussi de grandes performances pour ceux qui ont choisi d'aller jusqu'au bout de la compétition,
Vous savez que cette année, c'est notamment les Jeux Olympiques à Rio. Vous avez entendu les témoignages. Nawal et Denis sont en course pour essayer de se qualifier. C'est dur, hein. Denis, je le connais bien, on est dans le même club, on fait la même discipline, on était dans la même catégorie de poids. C'est très dur. Il a parlé des hauts et des bas. C'est pour ça qu'on vous surveille attentivement du côté jeunesse et sport et du côté éducation nationale, pour que vous puissiez non seulement vous accomplir dans vos études, qu'elles soient scolaires au début, pour pouvoir vous ouvrir des portes vers de grandes études comme vous l'avez fait, messieurs les hockeyeurs, mais aussi des études qui puissent vous permettre d'avoir un métier. Aussi, tous les sportifs de haut niveau ne sont pas forcément à haut niveau dans les études, hein. C'est à un moment on a ce choix à faire. Donc l'important pour nous, vous avez parlé tout à l'heure du triple projet, c'est vrai. Le double projet, c'est la réussite scolaire et sportive. Le triple projet, c'est aussi d'être bien dans ses baskets, si je peux me permettre l'expression, être capable de fonder une famille et puis de respecter les valeurs de la République, comme l'évoquait Denis, hein. En ce moment, c'est super important. Vous avez vu ce qui se passe au niveau international, vous avez vu les problèmes au niveau des attentats. Ben, c'est le moment justement de faire valoir ces valeurs du sport qui sont spécifiques au sport, même si on les retrouve ailleurs, mais elles sont exacerbées au niveau sportif. Et quand on est attaqué comme on est attaqué en ce moment, ben, c'est le moment ou jamais d'être solidaire, c'est le moment ou jamais de faire preuve d'un peu moins d'égocentrisme et d'un peu plus d'altruisme. Et je pense que c'est ce que dans les établissements scolaires on essaye de vous faire passer. Tous les profs qui œuvrent pour vous, qui ont une attention particulière pour les sportifs de haut niveau, sont dans cette logique-là. Nous, au niveau jeunesse et sport, on a baigné dedans depuis tout petit, donc à la limite, on n'a pas de mérite. Mais il faut absolument penser, regarder ce qui se passe autour de nous, ne pas se faire piéger, comme disait M. Bertrand tout à l'heure. Il y a plein de pièges au niveau sportif, mais il y a plein de pièges au niveau de la société. La société, le sport n'est autre que le reflet de la société. Il n'y a pas que des saints au niveau sportif, mais il n'y a pas non plus que des gens qui sont mauvais. On y retrouve tout, c'est un petit peu la samaritaine de la population. On y retrouve de tout, non seulement dans l'encadrement, mais aussi au niveau des sportifs. On essaye de faire en sorte que tout le monde soit sur la bonne voie, pour éviter les pièges, vous les connaissez tous. On a parlé du côté argent tout à l'heure, on sait qu'au niveau sportif, dès qu'il y a des intérêts, et même des fois sans qu'il y ait d'intérêt, il y a aussi des problèmes avec des prises de produits dopants et de produits interdits. Donc il y a des disciplines qui sont plus ou moins touchées. Le but du jeu aussi ce soir, c'est d'évoquer ça ensemble. Peut-être vous en parlerez aussi tout à l'heure à table, quand vous mangerez ensemble. Voilà, des choses qui sont, j'allais dire, presque à la mode, mais des choses comme le dopage qui sont de tout temps. Dans l'Antiquité, existaient déjà ces problèmes de dopage qui peuvent faire sourire maintenant, puisque on utilisait uniquement l'alimentation avec des croyances qui vont avec. Aujourd'hui, on essaye de vous vendre des poudres de perlimpinpin. Des fois, il y en arrive dans mon bureau, ça me fait bien rigoler certaines fois, beaucoup moins d'autres. Voilà, c'est pour vous éviter aussi de vous faire piéger, de dépenser votre argent inutilement, et surtout d'apprendre et qu'on puisse vous proposer des alternatives à tous ces pièges. Apprendre à bien manger, apprendre à bien vivre, à bien récupérer, à bien vous entraîner, et puis si vous avez la chance d'aller à l'INSEP, puisque c'est l'Institut National du Sport, donc pour certaines disciplines c'est inévitable, on ne peut pas essayer de se qualifier au jeu sans aller à l'INSEP. Dans les disciplines non olympiques c'est un petit peu différent, puisque l'INSEP en son sein ne regroupe que les disciplines olympiques. Donc un cursus championnat d'Europe, championnat du monde, et puis un circuit professionnel dans les disciplines où on a la chance d'avoir des ligues professionnelles pour gérer tout ça. Voilà, je suis à votre disposition par rapport à toutes les questions que vous pourriez poser, depuis les aides aux sportifs jusqu'au prochain conseil de discipline pour certains, j'ai les noms d'ailleurs sur un papier. Bon, quand il n'y a pas de questions, c'est que soit ils n'ont pas écouté, soit ils n'ont rien compris. Alors moi j'ai une question justement. Tout à l'heure on parlait de reconversion, donc il y a des pièges à éviter pour favoriser sa reconversion. L'un des pièges
aujourd'hui pour la plupart d'entre vous qui êtes présents dans l'Assemblée, ce serait de croire que parce que vous êtes sur les listes de sportifs de haut niveau, vous allez forcément avoir une carrière internationale. On sait que le système fédéral est organisé sous forme pyramidale, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous ici présents, vous êtes extraits de la masse, et après il va y avoir différents niveaux de détection. Alors est-ce que, M. Graillot, est-ce qu'on a des chiffres sur... Alors, je sais qu'il y a 4 niveaux de liste ministérielle de sportifs qui vont de la liste jeune à la liste élite. Est-ce qu'on a des statistiques qui nous permettent de savoir sur 100 jeunes sur les listes ministérielles, combien arrivent à atteindre les listes élites? Alors c'est une bonne question piège à laquelle je n'ai pas la réponse chiffrée, mais simplement pour vous dire que le sport de haut niveau, ça bouge. Il y a de moins en moins de jeunes qui sont listés. Parce que la réforme du sport de haut niveau fait qu'on a trouvé à un moment qu'il y avait trop de jeunes sur les listes. Vous avez certainement entendu parler des listes par rapport aux aides aux sportifs, aux aménagements scolaires, aux notes au baccalauréat aussi, ça c'est important, aux points obtenus en plus si vous êtes sur les listes. Ça, ce sont des avantages concrets, tangibles, fort utiles dans certaines situations. Si vous voulez, je peux vous donner un ordre d'idée. Le sport de haut niveau en Bourgogne, je m'en occupe depuis septembre 2000. J'étais à la direction régionale. À cette époque, il y avait en gros 35 sportifs sur les listes élites. Aujourd'hui, en Bourgogne toujours, pas Bourgogne-Franche-Comté, toujours Bourgogne, 7. Donc vous voyez un petit peu ça s'est fortement resserré. L'État devant faire des économies, il en fait partout. Et il en fait aussi par rapport au sport de haut niveau, même si on va candidater pour avoir les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Vous en avez certainement entendu parler. Donc on espère que si jamais Paris a les Jeux en 2024, on aura de nouveau un petit peu plus de moyens pour le sport. Mais là, il faut bien avoir à l'esprit que les aides que vous allez pouvoir obtenir des collectivités territoriales, ce sont les mairies, ce sont les conseils départementaux, le conseil régional, ça s'adresse à une petite frange. Pour vous donner un ordre d'idée sur les sélectionnés olympiques, les présélectionnés olympiques en Bourgogne, toujours en Bourgogne, pour les Jeux de Rio, il y a 14 prétendants pour le moment. 14 prétendants. Pour préparer les Jeux Olympiques, pour aider à la préparation, c'est 3 000 €. Imaginez les années qu'il a fallu pour arriver à cette année de préparation olympique. 3 000 € pour se préparer pour les Jeux, ça reste vraiment très faible. Ça, c'est valable pour le sport amateur. C'est différent, évidemment, pour le sport pro. Donc, tout ça pour vous dire encore une fois que avant d'espérer gagner sa vie avec le sport, la route est longue pour celui qui veut aller loin, comme disait l'autre, mais ne rêvez pas. Il y a beaucoup de disciplines où il n'y a pas de secteur pro dans la salle. Il y en a où il y en a un, tant mieux. Et puis, quand il y a un secteur pro, je ne pense pas que les hockeyeurs soient trop embêtés par l'argent non plus. Ça reste des salaires qui sont pas comparables à ce qu'on peut vous dire dans les médias sur le foot et certaines fois sur le rugby. Voilà, donc le sport professionnel est encore en construction. Le sport amateur lutte pour survivre. Et voilà. Et nous, on est coincés au milieu. Et on travaille ensemble, Éducation nationale et ministère Jeunesse et Sport, avec nos moyens qu'on essaye de mettre en commun pour que vous réussissiez. Mais ça ne suffira pas pour que vous gagniez votre vie. Ça vous servira simplement à bien la préparer. Alors justement, on peut peut-être profiter de l'expérience de nos hockeyeurs qui vont peut-être pouvoir nous parler à la fois de leur quotidien de sportifs avec le volume d'entraînement hebdomadaire qu'ils peuvent avoir, mais également quelles sont les raisons qui les ont incités à justement à reprendre une formation ou à continuer une formation pour une formation diplômante pour l'après-carrière. En ce qui concerne le rythme des entraînements, c'est un entraînement par jour. Le matin, en général, enfin tout le temps même, c'est muscu plus glace. Donc ça prend 1 heure de muscu plus 1 heure et quart, 1 heure et demie de glace. Donc ça c'est par jour, donc ça fait 2h30 de temps effectif de travail, sauf que bon, il y a la préparation un peu avant, quand s'équiper, se déséquiper, faire le trajet entre le CNP et la fatigue. Donc du coup c'est de 8h30 à midi
tous les matins. Plus après 2 matchs par semaine, donc le mardi soir et le samedi soir. Et le reste de la question. Le reste de la question, c'était qu'est-ce qui vous a incité à suivre une formation diplômante? Pourquoi, à un moment donné, vous êtes tourné vers ça? En ce qui me concerne, pour la formation, j'ai jamais arrêté. Donc, lorsque j'ai eu mon bac, j'ai peut-être un environnement familial qui m'a poussé à faire des études, certainement. Et j'ai trouvé que c'était une chose assez intelligente à faire parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure une carrière. On ne sait pas si on va se blesser 2 ans après avoir commencé, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc ça me permet d'avoir un avenir un peu plus sécurisé que si on ne fait pas d'études et on se concentre uniquement sur le sport. Donc, le hockey permet de réussir à faire les deux. Parce que comme je disais, les charges d'entraînement, ça va encore, c'est juste le matin et les après-midi libres. Donc moi c'était tout naturellement que je l'ai fait, je trouvais ça entre guillemets intelligent de faire comme ça. Donc, voilà. Thomas, lui, était assez intelligent, comme il l'a dit. Moi je suis le cas contraire. C'est-à-dire que quand j'étais jeune et que tout fonctionnait bien pour moi et que j'avais le vent en poupe, il n'était pas question de faire des études poussées parce que j'avais pas besoin pour jouer au hockey de faire des études. Et que l'avenir, je le voyais tout rose de toute manière, et je ne me rendais pas compte de la difficulté dans laquelle on rentre lorsqu'on arrête de faire du sport et qu'on cherche du travail. Même si on connaît du monde à droite à gauche, on se rend compte en vieillissant que si tu n'as pas de diplôme, les diplômes c'est une chose, mais c'est plutôt les connaissances. Si tu n'as pas les connaissances pour te servir de tes qualités, tu n'y arriveras pas, même si tu connais des gens. Ça, quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte, mais quand tu vieillis, tu te dis que il y a un moment donné, il faut prendre son destin en main, entre guillemets, passer les formations, avoir du bagage, avoir des outils pour pouvoir après faire, si possible, si tu veux rester dans ton sport, pouvoir donner et passer tes connaissances, avoir des responsabilités. Et je pense que quand on est jeune, alors ça dépend des sports, mais il y a des sports où on peut gagner un petit peu d'argent, même suffisamment lorsqu'on est jeune, où on voit la vie vraiment très belle. Mais quand on vieillit, après on fonde une famille, on a des obligations, on a un appartement, on a une voiture, on a plein de choses, et ça prend de l'argent. Et l'argent, il ne vient pas avec ton sourire ou le talent que tu avais quand tu avais 18 ans. Donc moi, j'ai réfléchi à ça. Je pense que j'ai eu la présence d'esprit de voir ça venir, et c'est pour ça que j'ai repris mes études et que j'avais des convictions et des envies. Mais je pense que c'est important pour tout le monde ici, pour les jeunes qui pensent que pas faire d'études ça suffit, et puis reprendre à 30-35 ans c'est facile, parce que c'est pas le cas, c'est pas facile. Alors, je vais essayer de rebondir sur des propos qui ont été lancés par nos deux hockeyeurs sur parfois une image erronée qui est véhiculée par la presse, par les médias. Souvent, les sportifs de haut niveau sont présentés comme des nantis. Sportifs de haut niveau garantit une vie facile après. Quelques chiffres nous permettent d'en douter. Le premier, celui que j'ai affiché tout en haut, qui est peut-être actualisé, mais ça reste toujours dans ces mêmes valeurs, ce ne sont que 2% des footballeurs qui sont dans des centres de formation qui deviennent professionnels. C'est-à-dire qu'ils vont vivre de leurs compétences footballistiques. 2%. Alors moi je m'interroge, membre de l'Éducation nationale, sur le devenir des 98 autres pourcents. Que vont-ils faire? L'année dernière, je crois que ce chiffre, je n'ai pas les résultats de cette année, mais sur l'ensemble des joueurs professionnels de rugby, pour le championnat en France, 80 rugbyman étaient au chômage. Ils avaient les compétences, ils étaient reconnus, pour autant, ils n'avaient pas accès à l'emploi dans un club de rugby en France. Actuellement, mais peut-être que Denis pourra me contredire, des sportifs de haut niveau qui sont à l'INSEP vivent
avec moins de 800 € mensuels. Est-ce que le chiffre est erroné ou... Donc, ça dépend des sports après. Ça dépend bien sûr des sports, ça dépend bien sûr de la notoriété. On comprend bien que Teddy Riner gagne plus que 800 €, mais il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Attention, l'INSEP, qui, comme le disait Dinis ou M. Graillot, c'est la crème de la crème. C'est l'excellence. Et bien l'excellence doit vivre, doit s'organiser avec 800 € par mois. Et on a remarqué également à l'INSEP le nombre croissant d'athlètes qui touchent les ascédiques. Sportif de haut niveau ne garantit pas l'accès à l'emploi. Même les APL. Même les APL. Voilà. Donc, c'était un des messages, voilà, un des pièges qui serait bien sûr à éviter, et que le dernier rapport qui a été remis au secrétaire d'État au sport met en évidence que souvent, ce parcours de reconversion, de formation, est parfois en retrait, parce que c'est vrai que ce n'est pas la préoccupation majeure des sportifs de l'élite sportive actuellement. Voilà. Donc, l'avoir toujours en tête que c'est un triple projet qui doit, à un moment donné, vous mettre en mouvement, vous mobiliser. Alors, vous l'avez bien compris, le propos de la soirée, de cette soirée, n'est pas de vous casser dans votre élan et de vos rêves de sportifs de haut niveau. Bien évidemment, si cela était possible, on aimerait que vous soyez tous champions olympiques, champions du monde, champions d'Europe. Maintenant, le but du jeu, c'est d'essayer de prendre conscience que l'élite est très difficile à atteindre et que seuls quelques-uns d'entre vous, peut-être, représenteront un jour les couleurs de la France au plus haut niveau. On a beaucoup d'exemples. Monsieur Bertrand parlait des ascédiques. On peut encore en nommer plein. Avec, par exemple, pour le judo, Laetitia Payet, triple championne d'Europe, qui à 28 ans est obligée de mettre un terme à sa carrière parce qu'elle ne touche que 800 € par mois et qu'elle considère que ce n'est plus suffisant par rapport à l'investissement qu'elle peut avoir. On a une sportive, malheureusement, une skieuse, qui a été obligée d'arrêter sa carrière à 21 ans, suite à plusieurs blessures assez graves. Et aujourd'hui, elle dit elle-même que son quotidien, elle fait du tricot à la maison parce qu'elle n'a pas préparé cette reconversion. À l'inverse, on parlait tout à l'heure de valeurs, on parlait tout à l'heure de dynamisme, d'engagement, de ténacité. Sachez que néanmoins, certaines entreprises valoriseront ces acquis. Je pense par exemple, dans le domaine du rugby, l'entreprise Renault a passé un accord avec le syndicat des joueurs, Proval, pour mettre en valeur et proposer des formations aux rugbymen. Donc vous allez pouvoir, si vous avez une attitude volontaire par rapport à votre formation, trouver des portes de sortie. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sait que, effectivement, par rapport au volume d'entraînement, on disait tout à l'heure, tu disais qu'il est difficile parfois de pouvoir concilier les deux. Mais on a aussi des exemples de personnes qui arrivent à le faire. Donc, vivez votre aventure, mais en même temps, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas encore arrivé, que l'aventure est belle, mais qu'elle nécessite beaucoup d'efforts, de ténacité et d'engagement. Alors maintenant, je pense que nous avons beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions ? Ça serait intéressant d'avoir un peu votre ressenti par rapport à ce qui a été dit pendant 1h15. Nous n'avons pas de questions. Tiens, il y a une question. Merci. Attendez, il y a le micro qui arrive. C'est souvent la première question la plus difficile, après ça va venir. Alors j'ai une question pour Aram. C'est savoir si tu comptais, tu as parlé de management dans le club de Dijon, savoir si tu avais pour projet de prendre une équipe de jeunes dans les années qui suivent.
presse en fait. Ça n'a pas trop à voir avec, avec le sujet de discussion. Donc bon, non, c'est pas le cas, j'aurais bien trop de boulot. J'aurais bien trop de boulot. Mais toi, t'es en quelle classe? Là, l'année prochaine, je passe en U20. T'es en U20, mais t'es en quelle classe? Première. C'est la même classe. Non, je suis en première. T'es en première, tu vas avoir ton passage en terminale? J'espère. Est-ce que tu veux faire quoi? Un petit peu de hockey aussi, possible. C'est ça le débat là. Est-ce que... Non, mais c'est bien que tu aies pris le micro, c'est vachement bien. C'est très bien. Mais tu veux faire du hockey plus tard, mais tu veux faire quoi à côté? Qu'est-ce que tu comptes faire comme étude quand tu auras ton bac dans 2 ans? Comme étude, je pensais m'orienter sur une fac de droit pour pouvoir éventuellement faire avocat plus tard. Parce que c'est un métier qui pourrait bien me plaire. J'aime bien parler et je pense que c'est un métier qui me conviendrait. C'est bien. Et tu comptes poursuivre le hockey en faisant tes études de droit? J'espère. Je verrai comment les études continueront. Et si je peux aller loin dans le hockey, je le ferai. C'est très bien, félicitations. Vraiment. Merci. Voilà une question là. C'est pour toi, et alors sinon, tes enfants, ils sont... Allô? Par rapport au cas du jeune homme qui vient de s'exprimer, c'est bien, il veut être avocat, il fait du hockey apparemment, si je ne me trompe pas. Il veut aller à la fac, il va avoir des entraînements. Je ne sais pas s'il est en équipe de France ou quoi que ce soit. S'il n'est pas sur la liste SHN sportif de haut niveau, il n'aura pas le statut de sportif de haut niveau à la fac et donc pas les horaires aménagés. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour qu'il puisse faire les deux? C'est pas bon ça. Je peux pas répondre à ça. Passer le micro. Je suis désolé. Bah, faut qu'ils soient au niveau. Moi, j'ai 85% qui sont au niveau. Je crois pas que... On va peut-être au niveau. Monsieur Mario, je crois que c'est une question qui vous concerne. C'est pareil. Alors, c'est une question, une bonne question. Tous les sportifs qui sont sur, on va prendre l'exemple de Dijon, c'est celui qui est le plus proche, depuis plusieurs années existe une structure qui s'appelle le PEPS. Le PEPS, il faut en avoir, c'est des sportifs qui s'occupent des sportifs qui sont non seulement sur les listes, mais aussi ceux qui participent à des championnats de niveau national, notamment dans les sports co, mais aussi dans d'autres disciplines. Donc il y a une sélection qui peut aller jusqu'à une centaine de sportifs sur la fac, où les cours sont aménagés, où les attributions de chambres universitaires sont prioritaires pour les sportifs. Vous avez un ticket, vous avez la possibilité de manger un peu plus au restaurant universitaire. J'ai 3 yaourts au lieu de 2 par exemple. Et puis, plus sérieusement, vous avez des aménagements d'études. Donc des années qui peuvent se dédoubler, mais aussi des rattrapages de cours. Ça marche avec des conventions, si vous voulez, c'est-à-dire qu'avec ces organismes, avec le PEPS, les IUT, les STAPS et d'autres filières d'études signent des conventions et s'engagent à faciliter la scolarité des sportifs. Donc c'est possible. Alors, fac de droit comme les autres facs, pour le moment la seule branche qui est encore un peu difficile et qui risque de le rester encore pendant un moment, c'est médecine. Médecine, il y a du monde qui fait médecine, les études sont extrêmement denses et compliquées, donc les aménagements, c'est quasi pas possible. Après, il faut rester réaliste. Le droit, je suppose comme ça, mais c'est à vérifier, je suppose que c'est possible d'aménager. Ça reste relativement facile à faire. Médecine, les études de kiné aussi sont pour le moment sur le territoire dijonnais, c'est quasi impossible de faire l'école de kiné avec des aménagements horaires parce qu'il
ils sont en sous-effectif là-bas et ils ont des demandes beaucoup plus que ce qu'ils peuvent accueillir comme public. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure, il faut rester réaliste, il y a des filières qu'on aimerait bien faire, mais finalement on les choisira pas si on veut assurer une carrière de haut niveau. Voilà, donc c'est vraiment des questions qui sont existentielles à certaines périodes de la vie, de votre vie, mais on se les est tous posées. Hein. C'est qu'à un moment, on aimerait bien faire médecine, mais on ne peut pas parce que ça veut dire une croix sur le sport de haut niveau. Voilà. Sur glace, le seul jeune qui participe au championnat du monde, ce sont les filles. Donc il y en a très peu. Alors c'est ce que j'ai essayé de vous dire en début d'intervention, c'est-à-dire que le PEPS ne s'occupe pas que des sportifs en liste. Parce qu'on sait pertinemment, je vous ai dit tout à l'heure, il y a de moins en moins de sportifs qui sont sur les listes. Donc à un moment, il y a un choix de l'université de s'occuper des sportifs qui sont de niveau national, mais pas en liste. Vous voyez? Donc, et ils ont les mêmes avantages. Donc pour le soutien, le rattrapage. Évidemment, la contrepartie, vous en doutez, c'est de participer au championnat universitaire. Dans certaines disciplines, sont organisés des championnats nationaux et internationaux, donc il est évident que l'université va vous demander de faire partie de l'équipe de l'université et participer à ces championnats pour emmener le plus haut possible les couleurs de l'université. Voilà la contrepartie. Tout ça se fait en harmonie avec les calendriers fédéraux, normalement, et puis quand vous devez jouer le jeu, vous jouez le jeu, et puis vous vous en trouvez, aider, et non pas laisser à l'abandon par rapport à votre double vie, c'est-à-dire celle de sportif et d'étudiant. Alors, il y a une question encore à droite là. Mais je par Sciences Po. Et que ce que deviennent les élèves après le bac. Bonjour, j'avais une question pour Léo Taylor, arabe notamment. Quand vous étiez plus jeune et partir à l'étranger, je ne sais pas si c'était dans vos projets, soit pour apprendre la langue, pour faire des études, puis voilà, c'est une question qui m'intéressait, parce que dans mon cas, j'aurais peut-être essayé de partir, voilà, tant qu'à l'étranger, pour apprendre la langue. On va lui donner le micro. Je t'en occupe pas. Dépend quelle langue tu veux apprendre. Tout ce qui est plus anglais, ça ouvre plus de portes, je veux dire, dans tout ce qui est commerce, voilà. Pour l'avenir. Moi, pour ma part, je suis souvent parti à l'étranger quand j'étais dans les catégories mineures, mais j'ai jamais réussi à trouver un endroit où je pouvais étudier en même temps. Parce que c'était pas en Amérique du Nord, c'était plutôt en Europe du Nord, et j'avais jamais d'école, ça n'allait pas, mes parents n'étaient pas d'accord. Ce que je regrette aujourd'hui, parce qu'en fait ça indique vraiment. Moi je suis parti à l'étranger quand j'étais en senior, deuxième, troisième année. Donc ouais, je t'encourage à le faire, mais je t'encourage surtout à le faire en poursuivant tes études là-bas. Effectivement, apprendre l'anglais c'est important, parce qu'aujourd'hui si tu ne parles pas anglais, suivant ce que tu veux faire comme boulot, ça ferme beaucoup de portes. C'est important. Je pense. Je voudrais solliciter Madame Jaillant, qui est la proviseure du lycée Jean-Marc Boivin, au sujet de cette liaison second degré, post-bac. Au lycée Jean-Marc Boivin, ils ont des pistes que Madame Jaillant va vous présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, mes élèves me connaissent effectivement, ils sont dans la salle, et pour les autres, effectivement, je suis proviseur au lycée Jean-Marc Boivin, et c'est un lycée qui accueille les sportifs dans des conditions un petit peu particulières, mais je pense que chacun le sait. Le baccalauréat se
passe en 4 ans, et Nawal le sait bien, puisque c'est une de nos élèves les plus remarquables sportivement. Cette organisation du temps scolaire en 4 années ne pénalise absolument pas les élèves sportifs, puisqu'au moment du passage vers l'enseignement supérieur, non seulement ça ne les a pas pénalisés, tout à l'heure on a entendu 100% de réussite au baccalauréat dans des conditions exceptionnelles de réussite sportive, parce qu'ils ont le temps de faire les entraînements et dans des conditions idéales pour ce qui est de la récupération, du temps d'entraînement, des stages, des compétitions. Ça c'est un point important. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'au moment d'admission post-bac, et vous savez pour certains d'entre vous qui êtes actuellement en terminale, au 20 mars, on termine admission post-bac, et ces élèves-là, ils ont un message de la part de la proviseure que je suis sur leur dossier admission post-bac, qui explique que la scolarité en 4 ans n'était pas parce qu'ils ont pris du retard ou qu'ils ont redoublé à un moment ou à un autre, mais parce qu'ils ont mené ce triple projet et que pour cela, ils sont remarquables. De fait, depuis de nombreuses années, les élèves de Jean-Marc Boivin qui quittent l'établissement avec le bac en poche sont des élèves qui ont de très belles poursuites d'études dans des écoles particulièrement prestigieuses. Alors, je vais vous citer quelques établissements. Sciences Po Paris récupère un certain nombre de nos élèves de Boivin, et pourtant ils ont fait ce bac en 4 ans, et pourtant ça n'est pas quelque chose de stigmatisant, parce que Sciences Po Paris est très attaché à accueillir des élèves sportifs de haut niveau. Alors, je vous signale qu'ils les accueillent dans un premier temps quand ils ont une mention très bien au baccalauréat. Le concours leur est assoupli, il n'y a qu'un oral. Pour les sportifs de haut niveau, on a le même dispositif. C'est quand même pas mal. Je rappelle aussi que le lycée Jean-Marc Boivin envoie énormément de jeunes, enfin c'est sur leur décision, vers les universités étrangères, notamment les universités américaines. Ils sont très convoités. Alors tout à l'heure j'entendais le problème de la langue. C'est effectivement un problème qui existe, mais nous qui avons des liens avec nos élèves qui sont partis notamment dans les universités américaines, ce ne sont pas forcément des jeunes qui maîtrisaient parfaitement l'anglais, mais d'y être, je crois que dans le bain linguistique, ça va très très vite. Et quand ils vont vers ces universités américaines, ils sont souvent accueillis parce qu'ils représenteront le côté sportif, excellence sportive de cette université américaine, mais ils ont aussi un financement quand ils sont accueillis comme étudiants, étudiants sportifs de haut niveau, et ils ont effectivement ce financement qui est pas mal. Voilà, donc je crois qu'il faut, ce qu'il faut dire aussi à nos jeunes sportifs de haut niveau, c'est qu'effectivement l'ambition sportive vous la portez, et nous qui sommes chefs d'établissement, on est très fiers de ces médailles que vous apportez, de ces résultats dans les différentes compétitions. Nawal, elle est à côté, elle n'est pas là par hasard, et on est très très fiers d'elle, comme on est très fiers de tous nos jeunes qui réussissent bien. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que vous devez aussi avoir cette ambition scolaire. Vous devez être ambitieux scolairement. On a entendu des témoignages forts de nos jeunes qui disent à un moment, on a été vers le sportif, on a un petit peu oublié le scolaire et on y revient. C'est important d'y revenir. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est soyez ambitieux. Parce que forcément, dans l'enseignement supérieur, quand on arrive et qu'on est sportif de haut niveau, on donnera toutes les conditions de votre accueil pour que vous ayez un accueil le plus favorable possible pour ces entraînements sportifs, parce qu'ils savent faire dans l'enseignement supérieur. Nous, c'est un peu un tiers de nos effectifs qui sont dans cette stratégie, et nous savons quelles sont leurs réussites universitaires. N'ayez pas de crainte, ils aménagent les emplois du temps, ils savent faire. François Graillot tout à l'heure disait, il y a effectivement tout un dispositif en Bourgogne. Je confirme cela, mais je dis aussi il y a tout un dispositif dans toutes les autres universités. Vous n'êtes pas lâché en fin de terminale en disant débrouille-toi. Donc soyez ambitieux, c'est le mot qu'il m'importe de vous dire. Nous sommes ambitieux pour vous, alors soyez ambitieux et visez très haut. Et vous pourrez mener de front ces 2 et 3 objectifs qu'on vient de rappeler. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, et sur ce discours
j'allais dire, encourageant, bienveillant, rassurant, ben, nous allons mettre un terme à ces échanges.